Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24 au sommaire cette semaine. Robotisation, ubérisation. Le numérique bouleverse le monde du travail. Alors que les entreprises opèrent leur transformation, comment travaillerons-nous dans le futur? Reportage dans des usines pas comme les autres et décryptage du management libéré, ce sera en plateau. Guillaume Gralet du magazine Le Point réveille le graffeur qui sommeille en vous. Spray Printer, une application venue d'Estonie, mix créativité et high-tech. Street art sur smartphone, c'est à suivre. Mais d'abord, selon les chiffres, la révolution numérique pourrait détruire plus de 30% des emplois tels que nous les connaissons d'ici 2030. Alors la faute à la robotisation, à l'ubérisation et à tout un tas de phénomènes mi-technologiques, mi-économiques au suffixe en ion. Est-ce la fin du travail pour autant? Pas si sûr. On va regarder déjà du côté des outils. Robots intelligents, 3D, réalité virtuelle. 50 ans que l'industrie n'avait pas connu autant de bouleversements. Alors comment ces technologies changent-elles nos usines? Plongez dans les rouages de l'industrie 4.0 avec nos confrères de France 2. Dans ce laboratoire en région parisienne, le robot remplace l'homme dans toutes les tâches les plus pénibles. Pour construire ce scooter, plus besoin de porter les roues de 14 kg. C'est ce robot modulable qui le fait à la place des ouvriers. Résultat, moins de pénibilité et une tâche à la portée de n'importe qui. Des robots qui se déplacent tout seuls. Plus besoin de chaînes de production classiques avec des rails pour transporter les scooters. Ils passent d'un endroit à l'autre grâce à des robots autonomes. Donc là, on peut le suivre, mais on peut aussi le gêner. Imaginez qu'on le gêne et il va finir par s'arrêter. Donc on n'a plus de problème de sécurité et si je m'éloigne, il va finir par avancer. La chaîne de production peut donc être réorganisée à l'envi. C'est plus de flexibilité. Autre révolution, les ouvriers sont guidés en temps réel par la technologie, par exemple pour monter le cadran du scooter. Je vais démarrer. Ça m'explique qu'il faut prendre cette pièce, donc je positionne. La prochaine pièce que je dois positionner. Et vous voyez, il y a une flèche qui m'explique exactement où est-ce que je dois la mettre. Le but, limiter les erreurs et les besoins de formation. L'ouvrier devient ultra polyvalent, car l'usine du futur ne produira plus un seul produit, mais plusieurs. À côté des scooters, on trouvera par exemple des machines à laver. Si elles rendent la fabrication plus simple, ces innovations permettent de gagner du temps et donc de l'argent. Un enjeu vital, comme dans l'aéronautique. Un A380, c'est 500 km de câbles électriques et autant de possibilités de panne. Un casse-tête pour identifier le fil défectueux. Désormais, tout est simple grâce à ce logiciel. Je suis en train de scanner l'avion avec cette tablette comme une radio et j'identifie qu'il y a ici donc un défaut électrique sur ce câble-là. Et donc l'opérateur n'a plus qu'à démonter le panneau, il va trouver derrière le câblage et la panne électrique. Une panne détectée grâce à un boîtier intégré qui renvoie l'information à la tablette. Cette innovation réduit le temps de recherche de panne de 80%. Plus rapide, plus efficace, l'usine de demain inventera aussi des produits plus facilement. Fini les maquettes, les ingénieurs peuvent visiter virtuellement les trains ou les voitures qu'ils imaginent. Ça s'appelle la réalité virtuelle et c'est la spécialité de cette PME près de Bordeaux. Alors, je vais prendre le moteur de cette voiture et je vais l'envoyer sur un site qui peut être distant où Laetitia qui va pouvoir manipuler, prendre l'objet comme s'il était dans ses mains. Plus besoin de construire plusieurs prototypes. Une économie de temps et d'argent. Des révolutions technologiques qui, selon le directeur de ce laboratoire, auront des effets bénéfiques sur l'économie de pays industrialisés comme la France. Et donc toute la vague de délocalisation va en fait s'inverser, les usines vont revenir dans les pays matures et donc ça va créer de l'emploi industriel. Une aubaine pour la France qui n'a fait que perdre des emplois dans l'industrie ces 15 dernières années. Et cette révolution industrielle par le numérique amène aussi une révolution
de la notion même de travail. Guillaume, c'est d'ailleurs dans le berceau du digital, la Silicon Valley, qu'on est en train de se poser le plus de questions. Oui, le travailleur de demain va apprendre à travailler avec les machines. Alors ces machines, elles vont prendre différentes formes. Ça peut être la forme d'un assistant cognitif intelligent sous forme de logiciel, par exemple Amelia, l'américain, qui travaille déjà avec la banque suédoise SEB, et c'est un logiciel assez bluffant puisqu'il peut parler à plusieurs milliers de personnes en même temps. Les machines, elles apprennent à fabriquer elles-mêmes, on l'a vu dans le sujet, mais elles sont dotées de capteurs intelligents et en fait le travailleur actif va devenir passif, c'est-à-dire qu'on va le prévenir uniquement quand il y a un problème. On voit bien ici, Marjorie, qu'il y a un souci, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de problème pour tout le monde. Et effectivement, Sam Altman, qui dirige l'accélérateur américain Y Combinator, soulève le problème. Il dit qu'on doit tester la notion de revenu garanti. Le seul petit problème, c'est qu'aux États-Unis, on n'a pas forcément le même revenu à Oakland, une banlieue plutôt défavorisée de San Francisco, qu'à Sausalito. Donc, une lutte des classes 3.0 qui est en train de s'installer, et puis surtout cette question de la transformation digitale des entreprises. On s'aperçoit que c'est plus une question de culture finalement et de ressources humaines que de maturité technologique. Comment est-ce que ça se passe concrètement pour la plupart des entreprises ? En fait, c'est essentiellement le management qui doit se remettre en cause, tout simplement parce qu'on vit une période d'accélération technologique. Et le management, soit il décide de tout ignorer, alors là, il va droit dans le mur, soit il décide d'avoir de nouveaux capteurs. Les capteurs, ils peuvent venir de l'entreprise, il peut s'agir de jeunes personnes, c'est le choix qu'a fait Accor, en la personne de Sébastien Bazin, qui s'appuie sur un shadow cabinet qui est composé de personnes entre 25 et 35 ans. Sébastien Bazin qui n'hésite pas à donner des présentations les pieds nus, à aller à des conférences. On ne voyait pas des grands patrons jusqu'ici comme le WeShare Festival. Bref, ils doivent se remettre en cause. Oui, et surtout, on remet en cause les pouvoirs au sein même de l'entreprise. Alors, les PDG se retrouvent challengés par leurs salariés. C'est pour le bien de tous ? Alors, il y a une notion qui est assez intéressante à suivre en ce moment qui s'appelle celle de l'entreprise libérée. Alors, elle est défendue par plusieurs personnes dans le management, comme Frédéric Laloux. Elle est adoptée également par des entreprises comme Imatech. En fait, on demande aux salariés non seulement d'obéir, mais de prendre des initiatives sans forcément prévenir son chef. Un concept qui séduit de plus en plus, et une des entreprises qui a fait le chantre de l'holacratie, c'est Zappos, entreprise de Las Vegas. Oui, une entreprise qui fabrique et qui vend des chaussures. Et les salariés de cette entreprise s'appellent les Zapponians. Alors on est vraiment un peu dans le Woodstock appliqué à l'entreprise, puisque les salariés, en fait, ils habitent dans un parc au cœur de Las Vegas. Tony Hsieh, qui a créé cette entreprise, lui, il habite dans un van. Il dit que la porte est toujours ouverte. En fait, il n'y a pas vraiment de management. Vous passez, vous n'avez plus un job, mais vous jouez un rôle. Et les primes sont décidées par vos collaborateurs. En fait, on demande à chaque salarié d'avoir la plus grande transparence, c'est ce qui fait un petit peu peur. Et d'ailleurs, Tony Hsieh est surnommé le Master of the Ninja, puisque tout est géré et on revient un petit peu vers la mécanisation à travers un logiciel qui s'appelle Glass Frog. C'est très enthousiasmant pour ceux qui adhèrent, mais pour ceux qui n'aiment pas trop, eh bien, ils ont juste envie de quitter l'entreprise. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à 15% de la totalité des employés de Zappos. On va peut-être un petit peu trop loin ici. Allez, les ninjas du travail, on va faire de vous désormais des ninjas du street art. Tout de suite, c'est Test 24. Et cette semaine, on réveille le street artiste qui sommeille à vous avec une application estonienne, s'il en est. Une application d'ailleurs qui est inspirée de plusieurs technologies, qui va mixer réellement à la fois des briques et des inspirations technologiques. On parle d'impression 3D, de lumière LED, d'algorithmie ou de détection spatiale par gyroscope. Le tout, c'est Spray Printer, cette application qui est assez étonnante. Thérèse et Marjorie, vous savez que j'ai envie de devenir un e-citoyen estonien. Alors là, je précise pour les gens que vous venez de me dire bonjour en estonien, vous ne m'avez pas insulté non plus. Hein, mais... Pas du tout. Aitar, merci. Voilà, alors je me suis mis à l'estonien parce que c'est quand même le pays où il y a le plus de créateurs de start-up. Et il y a certains créateurs qui ont mis au point ce Spray Printer. Alors, ce Spray Printer, 4 créateurs, je ne vais pas écorcher leur nom, mais un d'entre eux, donc Mireille Rohala, a une petite fille qui s'appelle Mi, qui a 9 ans, qui lui a dit « Papa, est-ce que tu peux me dessiner un dragon sur mon mur ?» Alors, le papa, comme moi, il n'est pas du tout dessinateur. Il a réfléchi à comment se rapprocher d'un dessin qui soit le plus crédible possible. En fait, il a rassemblé 2 technologies. Il a mis au point cet objet connecté. C'est un objet, vous savez, qui se recharge grâce à une prise USB ici, et surtout qui est connecté en Bluetooth à un téléphone. Sur ce téléphone, en fait, il a téléchargé l'œuvre qui ressemble le plus à ce qu'il voulait le faire lui-même. Alors, on peut le faire également à travers sur des tableaux, par exemple, mais vous pouvez également répliquer des peintures. Et en fait, le Spray Printer, je vais vous faire une petite démonstration. Il est donc vous avez rechargé avec de la peinture. Là, c'est de la peinture rouge. Et bien, en fait, il va écouter tout simplement ce que lui dit le téléphone pour
grâce à une valve électromagnétique qui va jusqu'à 200 injections par seconde, faire des petits points. Ces petits points-là, ce sont des petits points rouges. Ça ne se voit quasiment pas là quand je l'ai fait, mais en fait, on va se rapprocher petit à petit d'une œuvre de Van Gogh qui est en fait la vue sur Paris depuis sa chambre rue Le Pic. Donc concrètement, si je veux reproduire cette œuvre de Vincent Van Gogh, je la prends en photo via l'application, elle est dans mon smartphone et ensuite, avec cette bombe de peinture qui est reliée par Bluetooth à l'application, je peux du coup réussir à rejouer au pointilliste et à réussir à reproduire la même œuvre. C'est exactement ça, là on est vraiment dans Il valait mieux un coup de baguette magique pour dessiner un tableau. Non, mais c'est très bien, c'est rigolo. Puis je crois que sa fille était très contente, c'est ce qui l'a encouragé en fait à lancer ça et à présenter son projet sur Kickstarter, ça va arriver dans quelques mois. Et effectivement, sur cette application qui sera gratuite, ce qui est marrant, c'est que vous allez également pouvoir reproduire des tableaux d'amis à vous, ça c'est assez rigolo. Alors, des plus grands street artistes aussi, tout le monde peut devenir Robbie Giant d'un coup d'un seul. Oui, vous savez qu'il y a toute une histoire d'amour en fait entre le street artiste et puis les geeks. En fait, on voit ça à l'école 42 à Paris où il y a une démonstration, une manifestation, une exposition de créateurs qui est assez intéressante à suivre. Et puis surtout, ça rend un hommage à l'Estonie. Ouais. Hein. Vous savez que c'est le pays, seulement 1,3 million d'habitants, mais qui compte le plus de créateurs de start-up. Ici, on n'est pas à Tallinn, la capitale, mais on est à Tartu. Allez, je vous laisse faire votre valise pour l'Estonie, puis vous m'enverrez peut-être une carte postale avec Spray Printer, ce sera beaucoup plus simple. Merci infiniment Guillaume, en tout cas, pour toutes ces explications. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Tech24 à la fin de vos messages. Restez connectés, on se retrouve très vite en plateau.